je suis Laurence Camilleri, reporter citoyenne environnement et biodiversité pour l'agence de presse Citizen Light. Voilà, aujourd'hui je vais rejoindre la montagne de Lure, qui est une des premières montagnes des Alpes de Haute-Provence, et je vais y retrouver l'association Les Amis de Lure, des citoyens qui œuvrent en fait pour la biodiversité et la beauté du paysage. Car depuis quelques années, malheureusement, les multinationales commencent à déraciner petit à petit toutes nos forêts qui sont quand même préservées sous le label de l'UNESCO. C'est une forêt. C'est ça. C'est ce qui reste de la forêt. C'est effrayant. Je suis dans les hauteurs de la montagne de Lure. Depuis ces paysages magnifiques des Alpes du Sud, il apparaît difficile de maintenir l'empreinte de l'homme qui plantait des arbres, comme le faisait Jean Giono. La montagne de Lure-Luberon est inscrite dans le réseau mondial des réserves de biosphère depuis 1997. 10 ans plus tard, la convoitise de ces opérateurs de l'énergie renouvelable passe au travers des branches, coupe leurs troncs à des fins profitables, débitées plus tard dans nos factures d'électricité. Je pars à la rencontre de celles et ceux qui aiment cette nature et qui s'y baladent, et de l'association Les Amis de la Montagne de Lure, qui œuvre depuis quelques années pour la biodiversité et la beauté du paysage. Bah, c'est comme d'hab, quoi. Il y a toujours des projets comme ça qui se créent dans des espaces naturels alors qu'il y en a de moins en moins. Et quoi, moi je trouve ça complètement débile de faire ce genre de choses, surtout que genre il y a en bas à Sisteron, il y a des espaces avec plein de hangars où on se dit on pourrait mettre, c'est déjà défiguré, on pourrait continuer à défigurer là et mettre des panneaux photovoltaïques sur ces endroits et laisser des espaces naturels comme ça un peu tranquilles de l'empreinte de l'homme en fait. Mais c'est toujours quoi, voilà, pour moi c'est toujours à cause des mêmes personnes, pour les mêmes personnes, et c'est toujours les mêmes qui trinquent au final, quoi. Vous êtes au courant de ce qui se passe de l'autre côté du versant, à Cruys 17 hectares, je crois. C'est ça. Oui. Et qu'est-ce que ça touche le cœur, ça vous... Ah oui. Je n'habite pas dans la commune là-bas, mais ça doit faire quelque chose. Trouver d'autres solutions plutôt que raser la forêt pour l'électricité, alors que on pourrait mettre autre part que dans la nature. Ah oui, et par exemple, on pourrait mettre ça où? Moi j'avais une idée, c'était de les mettre sur les voitures. Pas mal. Bah écoute, pourquoi pas, on va retenir cette idée. On sait évidemment moi je sais les dégâts que ça peut causer en fin de compte de poser des panneaux comme ça sur plusieurs centaines d'hectares, puisque je crois savoir que c'est l'un des lieux où il y a le plus de panneaux photovoltaïques qui ont été posés en France. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que finalement les mets sont devenus célèbres, c'est pour leurs centaines d'hectares, leurs 200 hectares de panneaux qui ont été posés. Donc bon, je pense pas que ce soit forcément quelque chose d'attractif et qui intéresse en fait les gens. Non. Et surtout, je pense en fait que ça... Ouais, c'est une pollution visuelle. Puis surtout, je pense que c'est aussi une pollution d'un point de vue aussi au niveau des cultures, quoi. Puisque en fait, de ce côté-là, les agriculteurs revendent en fin de compte, louent des terrains. Tout à fait. Pour y poser des panneaux photovoltaïques plutôt que finalement gérer des cultures. Et ça se transforme en fin de compte, on n'est plus sur de la culture, on est sur de la gestion en fin de compte de terrain par des panneaux photovoltaïques. C'est une pollution visuelle par rapport à l'environnement, du coup c'est plutôt... c'est pas très beau visuellement à voir, mais ça peut aider pour l'énergie. En plus, j'ai appris que c'était une forêt domaniale et je pense que c'est triste pour l'écosystème, je pense, parce que les forêts, c'est quand même important. Et puis pour se ressourcer, c'est quand même souhaitable d'en avoir. Et oui, et visuellement aussi, tout couper. Je rejoins l'association Les Amis de la Montagne de Lure, qui vont nous parler un petit peu de tout ce qui se passe ici depuis septembre. Bonjour, Pierre Honoré, voilà, administrateur de l'association Les Amis de la Montagne de Lure, dite Amis Lure. On est ici à Cruys sur le terrain qui vient d'être défriché le 19 septembre. Les travaux ont commencé, 19 septembre 2022, pardon. Et ce terrain était un début de forêt. Il avait été incendié il y a 14 ans et replanté ensuite avec des espèces qui se sont fort bien acclimatées. Vous pouvez, en faisant un panorama, voir autour de nous les arbres qui peuvent rester
et qui sont bien vigoureux, des arbres en capacité de stocker tout le carbone que l'activité humaine a envoyé dans le ciel depuis des décennies. Et à la place, eh bien, on a maintenant ce magnifique désert de rocailles qui n'abrite plus rien, un sol nu qui est menacé par la moindre précipitation, le sol qui tentait de se reformer va disparaître, même si on le couvre de panneaux photovoltaïques sur une surface d'à peu près 17 hectares ici, et un peu plus loin à peu près la même, et pour fournir de l'énergie verte, mais qui ne stockera jamais du carbone comme pourrait le faire une véritable forêt qui était en émergence. Je suis Richard Collin, je suis le président de l'association des Amis de la Montagne de Lure. On est sur ce site, c'est une catastrophe qui a été dévastée, etc. Et on vient d'en parler. Il faut bien voir une chose, c'est que sur ce site, il y avait un certain nombre d'espaces protégés, des espèces protégées tout à fait importantes, tout à fait uniques. Et dans cette affaire, nous sommes battus, pour le moment encore sans avoir de résultats, mais on a une audience qui va arriver au tribunal administratif parce qu'on a fait un recours contre ce projet, notamment sur les questions d'espèces protégées, parce qu'il y avait des espèces uniques et qui viennent d'être anéanties, qui ont disparu. Et ça, c'est très embêtant, parce que nous sommes le vivant, et quand on tue le vivant, eh bien, on se tue nous-mêmes. Nous sommes le vivant. Et je crois que c'est toute l'histoire aussi des Amis de la Montagne de Lure qui se sont créés pour finalement réagir, pour sauvegarder la flore, la faune, la forêt, la biodiversité de ce paysage magique et extraordinaire qui constitue aussi l'identité de ce territoire. Et donc il faut finalement préserver les choses. Et je vais vous citer simplement, et j'ai pris ça parce que je crois que c'est toujours important de donner des données précises qui permettent de savoir de quoi on parle quand on parle de biodiversité. Eh bien, il y a une partie des espèces animales qui ont disparu de façon finalement quasi définitive. Alors, elles commencent à revenir. On espère que les travaux ne vont pas commencer tout de suite pour qu'elles puissent revenir. Le cèpe strié, le vautour fauve qui lève, la salamandre tachetée, le cerf élaphe, on en a vu un tout à l'heure, l'écureuil roux, la couleuvre d'Esculape, le circaète Jean Leblanc, le pélodite ponctué, la huppe faciée, il y en a d'autres encore, et puis plus des plantes. L'autre jour, on est venu avec Richard Fay, qui est un adhérent et qui est un naturaliste, et on a vu finalement que étaient sur le site encore quelques plantes qui n'étaient pas encore complètement disparues et qu'il faut les protéger pour qu'elles repoussent. Donc je crois qu'on est dans un moment critique, et merci d'être là et d'être attentif à cette bataille qui concerne tout le monde, parce que ce n'est pas, encore une fois, que les habitants de la montagne de Lure. Ça concerne finalement l'ensemble des habitants de notre planète, où nous devons être attentifs à sauvegarder le vivant. Isabelle, je suis secrétaire de l'association des Amis de la Montagne de Lure. Je vis à Redortier, le Contadour, depuis 30 ans. J'ai découvert en 2017, en tant que citoyenne, qu'un projet de 8 éoliennes était en cours à Redortier, que ce projet de 8 éoliennes était lié par le même opérateur à un autre projet plus avancé à Pépin, c'est-à-dire de l'autre côté du département, et que si ces deux projets se finalisaient, il était tout à fait question qu'il y ait 72 éoliennes sur tous les flancs de la montagne de Lure, de Redortier à Pépin, ce qui paraissait absolument terrifiant. Donc au départ, on ne savait pas tout ça, bien entendu. On s'était dit 8 éoliennes à Redortier, c'est à 800 mètres de chez nous. Bon, il faut accepter ce sacrifice pour la transition énergétique. Et puis on a quand même commencé à creuser, à s'informer et à découvrir que derrière tout ça, il y avait une opacité énorme par rapport à la mairie, à la commune, qui ne donnait aucune information. Les propriétaires privés qui avaient accepté d'avoir une ou deux éoliennes moyennant un loyer inconnu,
on a peu à peu compris qu'en réalité, c'était une affaire de gros sous, que personne n'en avait à faire de la transition énergétique, mais que c'était faire rentrer de l'argent à la commune et effectivement pour les propriétaires privés. Donc on a commencé à discuter entre plusieurs citoyens et on a décidé de faire une association. Et depuis 2017, nous avons effectivement réussi à combattre ce projet des éoliennes. De même qu'à Pépin, ça a échoué, pour des raisons qui ne sont pas forcément les vraies raisons. Ça aussi, c'est dans l'opacité. Et à la suite de la fin des éoliennes, on a découvert qu'il y avait des tas de projets de parcs photovoltaïques qui allaient faire comme ça, des trous, comme on a pu le voir ici, sur tous les versants de cette montagne de Lure. Qu'est-ce que vous avez fait, Isabelle, justement, pour combattre ces éoliennes? Par quoi vous êtes passée avec cette association? Alors, on a fait énormément d'informations, on a cherché les informations, on a essayé de comprendre les mécanismes, on a fait des réunions publiques, locales, c'est-à-dire ceux qui étaient à Banon, ceux qui étaient à Redortier, enfin tout le canton qui pouvait être concerné. On a fait prendre conscience aux gens de ce qui se passait. On leur a fait prendre conscience qu'au niveau de la biodiversité, les oiseaux, etc., c'était un massacre absolu, parce que les éoliennes, ça tourne. En bout de pale, je crois que c'est 340 km/h, c'est ça. Oui, donc un oiseau qui arrive, il est happé forcément, il est massacré. Donc ça voulait dire effectivement, nous avions des aigles, nous avons des vautours, ce sont des animaux quand même exceptionnels, sans compter les chauves-souris qui sont fondamentales pour l'équilibre de la nature et de la biodiversité. Bon, voilà. Donc on peut dire que c'est une démarche citoyenne qui a permis en fait à ce que ce projet soit interrompu. Tout à fait. Définitivement, ou ça reste encore un petit peu... Non, l'opérateur s'est retiré. Officiellement. D'accord. Mais on sait très bien qu'avec ce qui est en train de se préparer avec la future loi d'accélération de la transition énergétique, tout est ouvert. On ne sait pas. Et toujours dans l'opacité. Ce qui est vraiment la chose la plus insupportable pour les citoyens. Ce qui veut dire quand même, et de façon importante, c'est que dans cette démarche pédagogique d'information, c'était montré que la montagne avec les éoliennes allait être envahie de centaines de tonnes de béton, parce que pour une éolienne, par des chemins, je dirais, pour détruire finalement les espaces. D'ailleurs, un des propriétaires de la montagne de Lure, dans la forêt, qui était totalement contre les éoliennes, mais qui est aujourd'hui un artisan de parcs photovoltaïques, me disait, si jamais les camions viennent avec des éoliennes, je me couche devant les roues. Donc, parce que ça manifestait finalement la potentialité des dégâts portés par les éoliennes, qui sont, on le sait bien, sur le plan du bilan carbone, pas forcément une bonne solution. Et je pense que ce qui est important de faire pour vous, dans votre démarche citoyenne, c'est finalement d'informer réellement. On est sur des sujets complexes. La transition énergétique, c'est pas si simple que ça. La sobriété, c'est pas si simple que ça. La question qui est partant évidente à comprendre, c'est que nous faisons partie de la nature et qu'on est en train de détruire la nature. C'est-à-dire, on privilégie un intérêt dit majeur de court terme pour l'énergie, alors que l'intérêt majeur de long terme, c'est le vivant. Nous sommes un collectif actif avec de nombreux adhérents, de nombreux soutiens et des partenaires sur lesquels, finalement, comme le disait tout à l'heure Pierre, les habitants aujourd'hui prennent conscience de la situation. Nous, on a repéré aujourd'hui que dans notre mission, qui est de protéger la beauté du monde, qui est la beauté de la montagne de Lure, de protéger la forêt, la faune, la flore, de faire en sorte que finalement cet espace et ce biotope subsistent et participent à l'équilibre de notre territoire, mais aussi à l'équilibre humain globalement, eh bien, on est attentif à ce qu'il a détruit. Qu'est-ce qu'il a détruit ? Bien sûr, des carrières, des possibilités aussi de parcs photovoltaïques, d'éoliennes, et on est attentif à suivre tous les travaux qui sont des travaux destructeurs. Et on s'est rendu compte que les opérateurs multiples qui existent, Boralex, Q-Énergie, anciennement RES, Engie et d'autres, finalement font leur marché sur ce territoire qui est l'Arabie Saoudite du photovoltaïque, parce qu'il y a du soleil et qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants. Donc on va aller
essayer de faire en sorte de balafrer à tour de bras la montagne de Lure. On va détruire des arbres, on va s'organiser pour faire en sorte que, quelque part, au travers de négociations secrètes et particulières, avec les communes, avec les propriétaires, on puisse développer des espaces multiples de panneaux, de telle façon que, finalement, on nourrisse des équilibres économiques qui ne sont pas des équilibres de la vie. Donc on a, nous, fait un travail important de recensement sur notre périmètre. On a un périmètre précis. Notre site amilure.org précise finalement tous les projets que l'on suit. Ces projets, il y a des projets que l'on suit, qu'on analyse, qu'on regarde. Il y a des projets que l'on combat et des projets que l'on soutient. On a une doctrine finalement qui est assez intéressante, qui est celle de faire en sorte que ce que l'État, au travers de la DDT 04, c'est-à-dire le département qui s'occupe finalement du territoire dans le 04, a édité un guide des recommandations pour l'installation des panneaux photovoltaïques au sol. Ces recommandations nous vont bien, si on les respecte, tant à la lettre que dans l'esprit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des projets ne respectent pas ces recommandations. On imagine bien d'ailleurs, et on a constaté qu'il doit y avoir des tiraillements au niveau de l'État entre ce qui est les recommandations de la DT 04 et finalement les instructions données plus largement par les différents ministères exécutés par les préfets. Mais nous sommes là pour enfoncer le coin, pour dire que dans cette affaire, il faut s'arrêter. Et aujourd'hui, on a une série d'actions, des actions de recensement, des actions d'analyse et des actions de lutte. On n'est pas tout seul là-dessus. Il y a un collectif qui s'appelle ESEA, avec qui on travaille. Il y a d'autres associations qui existent sur le territoire et qui essayent de comprendre finalement et de lutter contre ces inepties menées par les différents opérateurs. Tant et si bien quand même opérationnellement, nous avons choisi sur le site de Cruys, compte tenu finalement de l'ampleur des risques et des menaces sur les espèces protégées, de mener un combat que nous avons conduit au tribunal administratif et depuis plusieurs années, nous sommes là-dessus, depuis 2-3 ans, et puis finalement nous pensons que une audience devrait intervenir et nous ne sommes pas complètement pessimistes. Il n'est pas impossible que l'opérateur Boralex sur ce site soit condamné puisqu'il n'a pas respecté ce qui étaient finalement les enjeux de cette affaire. Et nous espérons qu'il soit condamné, et nous espérons qu'il doit être amené à faire en sorte que des arbres soient à nouveau replantés sur ce territoire, sur cet espace. Le travail qui a été fait par le dernier passage d'un engin qui est destiné à broyer et à mettre le sol le plus nu possible. Décapé. Décapé complètement. Donc là, c'est moi j'appelle ça un mangeur de pierre. C'est une espèce de rotovator avec des grosses chaînes qui tournent très vite et qui cassent la roche en 1000 morceaux. Là, on est sur des débris. Bon, on pourrait presque y rouler. C'est le broyeur qui a complètement broyé les souches. Ici, il y avait un arbre qui avait à peu près 20 cm de diamètre. Ici, celui-là, il fait presque 30 cm de diamètre. Bon, une souche que je viens de relever un petit peu, qui montre que c'était pas des petits arbres quoi, qui étaient là. Bon, ça, c'est certainement un vieux genévrier ou quelque chose comme ça, qui n'a pas véritablement une valeur forestière, mais ça fait un abri pour des oiseaux. On est sur une grande pente, à vif, à nu. Eh bien, il faut bien prendre en considération qu'avec les gros orages qui se multiplient, eh bien, il va y avoir une érosion, il va y avoir finalement un écoulement d'eau colossal qui va tomber là-bas sur la vallée. C'est un risque écologique majeur. Ils prennent Google Earth, ils repèrent les endroits où ça peut se faire et ils vont voir les maires ou les propriétaires privés. Il faut savoir aussi qu'ils font signer de façon confidentielle des promesses de baux amphithéotiques qui permettent finalement d'avancer
et puis les choses se font. Et ça a une conséquence très grave, ça, au-delà de l'impact que ça a ici. C'est que pour des effets d'aubaine, des communes, finalement, sont privilégiées et d'autres pas. D'abord, ils vont démarcher les élus locaux, ils vont rencontrer les maires. Et par exemple, très proche d'ici, il y a un petit village à Ongles où la municipalité a été démarchée par Engie pour installer une centrale dans une forêt communale. Et cette forêt, nous, immédiatement, nous avons décidé qu'il fallait la défendre. Votre facture d'électricité, il y a une taxe, et dans cette taxe, qui représente à peu près 20% de votre facture, elle est censée favoriser finalement l'investissement dans le renouveau des énergies électriques. Eh bien, il faut bien savoir que le producteur, l'opérateur, signe un accord avec EDF pour produire de l'électricité à un tarif négocié et continu, et c'est ce qui permet à l'opérateur d'assurer son revenu, sa gestion et la rentabilité pour l'actionnaire. Et là, très clairement, dans nos factures, eh bien, nous contribuons à sécuriser finalement le coût de la marge payée par EDF, je dirais, qui paye plus à l'opérateur. Donc on est dans un truc très très paradoxal où les gens ne mesurent pas complètement que nous participons à cet investissement et à la compréhension de à la mise en œuvre de cette politique. Donc c'est pas si simple que ça. Où on la trouve cette information? Ça s'appelle la CSPE, Oui. et c'est sur Votre facture. votre facture. On repère ça sur chaque facture, chaque usager qui paye une facture d'électricité paye la CSPE. Qui est à peu près dans 20% à peu près. Voilà. Et donc qui est redistribué à ces opérateurs par la suite. Et Une ils gagnent partie. combien ces opérateurs alors sur nos factures Ah ben, d'électricité? ça dépend. En Ça fait, dépend. cette CSPE va aller à un grand pot commun oui. qui va être mis pour le développement des énergies alternatives. Et donc il y a combien de multinationales qui œuvrent pour ça? Oh. Les gros qui opèrent dans notre territoire, Q-Énergie coréen, Boralex canadien, Engie, bien société française, Voltalia, la famille Mullier, voilà les gros opérateurs du coin. Okay. Oui, alors ces gens-là se présentent devant la commission de régulation de l'énergie, la CRE, qui va valider ou pas leur projet. Mais en général, comme ce sont des gens qui font du lobbying et qui ont une grosse capacité moi j'allais dire de nuisance, mais de pouvoir en tout cas, ils obtiennent facilement les agréments de la commission de régulation de l'énergie. Et alors ce que j'aurais voulu ajouter, c'est que les subventions qui sont promises aux communes, aux maires, etc., c'est pas du tout Boralex ou Engie qui paye, c'est effectivement la CSPE. C'est pas du tout une subvention. C'est nous, c'est eux, c'est tous les Français. Et ça, je crois que les élus ne comprennent pas ça. C'est là où effectivement on essaye de faire de l'information et de la pédagogie pour que les choses se remettent un petit peu, les pendules se remettent à l'heure. Mais c'est pas facile à faire comprendre. Regardez, nous sommes là, et dans le même temps, le président de la République annonce qu'on va planter 1 milliard d'arbres. Où vit-on? Où vit-on? Il y a eu des tas de recommandations et voire de lois pour lutter contre l'artificialisation des sols. Où est-ce qu'on est là? On est un sol totalement artificiel. Donc finalement, le positionnement de l'État ne consulte même pas les labels qui étiquettent la nature. On ne peut pas dire que c'est le vivant qui prime. Voilà, au nom de l'État. Clairement non. Non, clairement non. Et il faut savoir aussi que dans ce territoire-là, je dirais le 04, il y a un problème de foncier agricole okay, qui est important. Il faut préserver ce foncier. Il faut savoir qu'en termes d'énergie, si on fait le bilan énergétique du département,
eh bien, Pierre l'a bien dit tout à l'heure, la production d'énergie renouvelable est déjà très forte. Par contre, l'énergie en termes de consommation, c'est d'abord de l'énergie qui n'est pas électrique, c'est de l'énergie essentiellement due à la mobilité. 48% de l'énergie consommée dans le département, c'est dû à la mobilité, parce que c'est un grand département. Nous sommes confrontés à une situation où les maires, à juste titre, se disent il faut défendre notre budget pour construire, je dirais, des salles des fêtes. Mais est-ce que c'est nécessaire de faire une salle des fêtes dans tous les petits villages de France et de Navarre? Il y a peut-être des moyens de mutualisation, il y a une optimisation de sobriété. Il faut regarder tout ça. Je pense que là, on vit un drame ici. Je pense qu'il faut prendre conscience de ça. Il y a un risque de drame à Seigne. On vient de poser un recours gracieux, parce que c'est dans les marches administratives, pour un autre projet qui est à l'autre bout, vers Robignosc, pour un énorme projet qui s'intitule Malaga, pour aussi lutter contre ce projet. Et nous allons nous battre jusqu'au bout. Et collectivement, il y a un collectif d'associations locales qui est en train de se construire. On avance et on a besoin de faire une pédagogie sur tous ces enjeux-là. Et je crois que ce que vous faites avec votre démarche, ça va dans ce sens-là. L'association des Amis de la Montagne de Lure ont donc décidé, comme le disait Pierre, d'être finalement vigilants et de lutter contre ce projet. Nous avons donc négocié, essayé de convaincre la maire de ne pas avancer. Ça n'a pas été possible. Nous avons donc posé un recours au tribunal administratif, recours dont l'instruction est close aujourd'hui, après de nombreux échanges, et nous attendons l'audience. Il faut savoir que dans le même temps, la FNE, qui est une association importante de la Fédération nationale de l'environnement, France Nature Environnement. France Nature Environnement, et puis LPO, la Ligue pour les oiseaux, eh bien, ont aussi de leur côté posé un recours sur ce projet. Ils sont immenses. C'est un problème de survie de l'humanité. Si jamais on n'est pas capable de sauvegarder nos forêts et la beauté du monde qui nous fait vivre et qui nous donne finalement quelque chose, parce que tout ceci, c'est un bien commun. Et aujourd'hui, le défi que nous avons, finalement, pour survivre et pour avancer et pour limiter les risques que nous évoquons, c'est de faire en sorte que de plus en plus de choses soient des biens communs. L'énergie est un bien commun, l'eau est un bien commun, la nature est un bien commun. C'est donc finalement un patrimoine à gérer collectivement et de façon concertée, constructive, dynamique, et non pas dans un dispositif d'autorité et de méthode trop technocratique. Isabelle. Moi, je pense que toutes ces décisions qui viennent de gens habitant les villes, se déchargeant sur les zones rurales isolées, parce qu'on est toujours isolé dans ces cas-là, considérant que c'est chez nous qu'on doit produire de l'électricité, alors qu'on va se trouver à 150 km des grosses villes consommatrices. Tant qu'on n'aura pas éteint les écrans qui sont sur les abribus ou dans les métros, les publicités dans les villes, on marche sur la tête. On va continuer à alimenter, faire de l'électricité verte, semble-t-il, pour faire ce genre de choses, pour illuminer les villes. Commençons par fermer ou éteindre un petit peu plus tôt les éclairages. Je pense que ça peut faire déjà une belle opération. Et Pierre ? La conséquence que je vois, la nuisance que je vois, c'est la disparition de ce magnifique paysage homogène, sauvage, qui fait la caractéristique de notre département et de la montagne de Lure plus particulièrement. Le maire de Cruys disait « Oh mais j'ai 5000 hectares de forêt autour. C'est pas 17 hectares qui vont changer quelque chose. » Si, monsieur le maire, ça change tout. Ça change tout. Vous allez avoir une pastille de panneaux photovoltaïques qui vont miroiter sur tout notre environnement. Ça va pénaliser les habitants du village voisin et ça va impacter lourdement toute l'homogénéité du paysage de la montagne de Lure. Parce que si ce projet se fait, celui de Malaga à Aubignosc se fera, celui d'Ongles se fera et les 20 projets qui sont sur le flanc de Lure vont se faire. Et ça, c'est désastreux.
Oui, il faut aussi rappeler qu'on n'est pas les seuls à être attaqués de cette manière-là. La France entière, dans ce qui est les espaces naturels, subit aussi ce genre d'attaque, pour les mêmes raisons. Et il y a heureusement des milliers d'associations qui existent, qui se battent avec les mêmes difficultés que nous, mais on n'est pas tout seul. Partout ça combat ce genre de choses. Et c'est dramatique. Et c'est toujours dans des zones isolées où effectivement il y a peu d'habitants et donc on se dit que ça n'a aucune importance. Mais Pas beaucoup d'électeurs, quoi. Mais par contre, de vrais autochtones. Des populations autochtones, c'est nous, on est les Indiens. Mais c'est toujours la même biodiversité, elle est partout. Et c'est ça qu'ils sont en train de démolir. Quand une centrale est installée, le silence il est complètement rompu. Parce que il y a tous les onduleurs qui vont récolter ce courant, et ces onduleurs, ils sont climatisés. Donc il y a toutes les pompes à chaleur climatisantes qui fonctionnent. Et tu as l'impression qu'il y a un tracteur qui travaille en permanence. On dit que le photovoltaïque, c'est silencieux, mais non. C'est très bruyant. On n'a pas parlé de tous les projets ou de ta tendance dont on parle en ce moment qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Hein, c'est-à-dire de mettre des panneaux voltaïques sur les vignes, les cultures. Et aujourd'hui, quand même, on a une association avec qui on partage beaucoup de choses, et, qui est donc dans le Luberon, et qui relève le scandale des nombreuses serres dans lesquelles il n'y a rien. Simplement avec du photovoltaïque dessus, des nombreux hangars dans lesquels il n'y a rien, avec du photovoltaïque dessus. Oui, parce que c'est subventionné tout ça. Voilà, absolument. Et donc l'agrivoltaïsme sur lequel il y a des positions différentes au sein des institutions, des syndicats de paysans. La Confédération des jeunes paysans est contre, des paysans sont pour, paysanne, et des jeunes paysans qui est au sein de la FNSEA s'est mis contre aussi. La Confédération paysanne est contre. Voilà. Et donc il y a un grand débat sur le photovoltaïque, ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme, sur lequel nous sommes vigilants. On a monté tout un dossier sur cette question. C'est comme la méthanisation, qui crée finalement des installations qui détruisent les équilibres finalement de la nature et de cet espace, je dirais, qu'est la montagne de Lure. Et même dans ce département, moi j'ai assisté à des discussions entre la Chambre d'agriculture et à propos justement de la colle des Mets, où un agriculteur est devenu un rentier du photovoltaïque. Donc oui, là maintenant, grâce aux subsides qu'il a perçus pour la location, la vente de ces terrains ou la location de ces terrains, il a retapé des gîtes, il s'est fait une rente, une belle retraite, et il ne cultive plus. Il n'a plus besoin. Du coup, celui qui était paysan avant... Voilà, n'est plus paysan. C'est que c'est le début d'un engrenage qui n'est pas une spirale vertueuse. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, si on rentre dans cet engrenage, eh bien, on ne va pas pouvoir, à la fin, nourrir le monde. Puisque, finalement, si les agriculteurs ne deviennent qu'au profit, finalement, de la location de leur terrain, non plus, finalement, des artisans de l'alimentation du collectif, mais de la production pour leur propre intérêt, de bénéfices simplement liés à une opportunité d'aubaine qui est le photovoltaïque, eh bien, c'est grave. Bien commun là, ok, c'est pas un bien qui appartient, il appartient à nos enfants, il appartient aux enfants et petits-enfants. Le maire n'a pas le pouvoir de détruire la forêt qui est notre bien commun. La résistance est exigeante et il faut mobiliser les habitants. C'est eux qui finalement élisent les maires. On est dans un moment de transition, de bascule, de compréhension nécessaire collective. Cette transition est importante, il y a une convergence accélérée des transitions énergétiques, économiques, sociétales, numériques, démocratiques même, et que cette prise de conscience est nécessaire, elle est en train de se faire. On a une petite association parmi des milliers d'associations. Je pense qu'on est sur un terrain là qui est la manifestation d'un désastre. Il y a des désastres dans beaucoup d'endroits dans le monde,
eh bien là, nous sommes sur une terre de désastre. Une terre, finalement, qui nous invite à réfléchir autrement. Et ce qu'il faut faire, c'est comment on va agir autrement maintenant. Et on doit compter sur la société civile, sur les habitants de ce territoire, mais aussi sur l'intelligence de nos élus. Certains le comprennent, d'autres, finalement, se sentent en mesure d'agir dans un certain sens, et d'autres pas du tout. Il y a des maires qui pensent qu'il faut agir dans un bon sens, et d'autres qui pensent qu'à un intérêt, je dirais, strictement de court terme. C'est fini, c'est ça qu'il faut vivre. On parlait de l'incompréhension que peut ressentir la population devant ces attaques sur le vivant et sur la forêt. Et une réaction qui peut être légitime, même si elle n'est pas légale, c'est d'augmenter la radicalité des interventions de personnes, d'associations, de collectifs qui voudront montrer à quel point ils ont été touchés et affectés par ce massacre à la tronçonneuse. Notre association est une association apolitique et neutre et rigoureuse et attentive, et sur laquelle on essaye d'étudier et de se concerter tous ensemble avec nos adhérents pour monter des dossiers sérieux. Mais c'est vrai que ces injustices invitent d'une certaine façon à la désobéissance civile. Et c'est une vraie question. Nous, ce n'est pas je dirais, la politique ni la stratégie de notre association, mais on mesure, on soutient, on apporte ces affaires et on s'interroge. Parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Et beaucoup de gens se posent la question sur comment résister. Nous, notre résistance, elle est simple. Elle est à la fois par l'information, par la diffusion de ces informations, par la pédagogie auprès des gens pour montrer que quelque part les choses ne sont pas si simples, que je dirais, sous prétexte de la transition énergétique, eh bien, on met beaucoup de choses derrière, et puis on attaque sur le terrain juridique. Alors pour ça, ça coûte cher. On n'a pas de subvention. Nous avons des adhérents qui nous donnent des dons. Nous sommes une association d'intérêt général. Nous sommes attentifs à défendre cet intérêt général. Donc nous bénéficions dans ce cadre d'un rescrit fiscal, c'est-à-dire d'une déduction qui permet aux donateurs, et nous en avons de nombreux généreux qui nous aident, mais nous en avons bien de plus. Donc j'en profite de cette tribune pour dire que nous avons besoin finalement aussi de ce soutien, parce que les procès vont se multiplier, les recours vont se multiplier. On sait que c'est une bataille longue et dure, et on l'a bien vu avec Boralex, l'opérateur ici, qui est un opérateur canadien. Notre mission à notre association qui regroupe nos adhérents, qui regroupe plein de soutiens. Pour ce site de Cruys, on a fait à un moment donné signer une pétition. On a eu 19 000 signatures. C'est considérable. Les arbres sont importants, l'énergie est importante. Enfin, je trouve que on marche sur la tête, et quand vous êtes là, vous regardez ça. Donc nous vous invitons tous qui regardez cette vidéo à venir finalement prendre conscience de cette situation inacceptable dans laquelle une montagne avec d'autres risque d'être complètement balafrée, des arbres détruits, une faune disparaître, finalement disparaître notre espace de vie et de respiration, puisque s'il n'y a plus d'arbres, eh bien, on ne va plus produire d'oxygène, je rappelle. Puisque l'absorption du CO2 par les arbres, eh bien, ce qui se passe, c'est que les arbres dégagent de l'oxygène. On le rappelle quand même. C'est quand même important. Et si sans oxygène, on va être mal. Et on coupe les arbres, là. On va respirer des cailloux. Non, il ne faut pas exagérer. Donc venez nous rejoindre. Merci. On est en plein délire. C'est quand même plus agréable de se balader en forêt.